On remarque qu'il y a beaucoup d'illettrés. Mais comment en serait-il autrement? Les programmes de l'enseignement primaire vont au-delà du ridicule. Les écoles sont des universités en raccourci, où un seul maître, à qui il est demandé premièrement de savoir tout, a la charge de parler de tout en des leçons d'une demi-heure, et qu'il doit toutes préparer sur quelques feuilles, à la manière des conférenciers. Dans le fait, le maître a bientôt oublié cette ambitieuse pédagogie, et, en revanche, il apprend son métier. Quand ses élèves savent lire, écrire et compter, il est assez content. Cependant, un conseil de beau parleur recherche si l'on n'a point oublié, dans les programmes, quelques connaissances qu'il soit utile d'avoir: hygiène, agriculture, cuisine, physique, chimie, sociologie, morale, esthétique. Et les beaux parleurs croient avoir fait quelque chose. Il arrive que les maîtres, surtout jeunes, se plaisent à discourir, et les élèves ne se plaisent pas moins à écouter. C'est la ruse de la paresse. Mais nul ne s'instruit en écoutant. C'est en lisant qu'on s'instruit. Or, s'il existe quelque part une école modèle, où l'emploi du temps soit suivi de point en point, où se déroulent d'ingénieuses leçons, éclairées d'expériences simples, où les enfants font voir par l'immobilité, par le feu des regards, tous les signes de l'attention passionnée, vous pouvez être assuré que les élèves n'y savent point lire. Les beaux parleurs ne feront point cette expérience, qu'ils jugent longue, ennuyeuse et au-dessous d'eux. C'est l'affaire du maître de juger les marmots, et c'est l'affaire de l'inspecteur de juger le maître. C'est pourquoi l'inspecteur entendra avec bonheur quelques leçons sur le cœur ou sur le poumon, illustrées par quelques pièces de boucherie. Il est sûr que l'illettré s'intéresse à ces choses, et en retient même quelques vérités sommaires et inutiles. Seulement, il ne sait pas lire. Écrire et compter, cela s'apprend assez vite. Lire, voilà le difficile. J'entends lire aisément, vivement, sans effort, de façon que l'esprit se détache de la lettre et puisse faire attention au sens. J'ai connu un illettré, d'âge militaire, qui avait l'ambition d'apprendre à lire, et qui parvint péniblement à épeler. Comme un de ses camarades lui demandait « Que dit ton journal ?» il répondit « Je n'en sais rien, je lis ». C'est qu'il était tout occupé à traduire les lettres en sons. Cela occupait toute sa pensée. Il faut dépasser ce moment, qui est celui de la lecture esclave. Or, communément, l'homme fait n'y arrive point. L'enfant le peut, mais à condition de lire et encore lire. S'il sort de l'école encore bredouillant et ânonnant, il n'aura point le goût de lire. Il oubliera même le peu qu'il sait. Si j'étais le chef des beaux parleurs, j'aurais bientôt renvoyé chez le boucher le cœur de veau et le mou du veau. Toutes les leçons seraient de lecture. On lirait l'histoire, la géographie, l'hygiène, la morale. Et si on retenait de toutes ces lectures seulement l'art de lire, je jugerais cela suffisant. Je chasserais de nos écoles tous les genres d'éloquence, et même les commentaires de la lecture expliquée qui n'ont point de fin. On lirait, on relirait, chacun tour à tour, lisant à haute voix, tous les autres suivant et lisant tout bas. Le maître surveillerait, et il aurait assez à faire. On le noterait d'après ce que ses élèves sauraient, non d'après ce qu'il saurait. Et je ne demanderai pas si l'élève sait quelque chose de l'histoire de la Révolution, mais bien s'il est capable de la lire dans Michelet, de la lire aisément, avec plaisir, en spectateur, comme un bon musicien lit la musique. Hélas, je sais amplement quarte et quinte, mélodie et harmonie, mais je suis une sorte d'illettré en musique. Je ne lis point, j'épelle. Faute de ce premier savoir que l'on acquiert bien que dans l'enfance, les connaissances supérieures me sont presque inutiles.